mesdames, messieurs, merci d'accueillir notre président Georges-Louis Boucher. Bonjour à toutes et à tous. Oui, vous pouvez mettre la trompette, il n'y a pas de problème. Voilà, quelle meilleure manière de commencer l'année que de la commencer avec vous, parmi vous, ici à La Louvière, sur les terres de notre ami Olivier d'Estrebec. Et cette réunion n'a pas nécessairement été simple à organiser, donc je voulais vraiment remercier les équipes, mais aussi, je l'ai dit, Olivier. C'est pas simple parce qu'en fait, pour le mouvement réformateur, se déplacer aujourd'hui à Bruxelles et en Wallonie, c'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué parce qu'on a une poignée de personnes qui se sont autoproclamées antifa ou, vous savez, les tenants de la ligne du bien, qui considèrent que le débat public ne se fait plus avec les mots, mais se fait avec la violence. Et donc, sur l'ensemble de nos événements, nous devons déplorer de devoir mobiliser non pas à notre demande, et je le précise, et j'aimerais d'ailleurs que nos amis de la presse le précisent aussi, car je suis très surpris de lire progressivement une inversion de la responsabilité, comme si nous étions les responsables des attaques matérielles, physiques, dont nous faisons l'objet. Alors bien évidemment, il est toujours possible de s'opposer. Bien évidemment, la Belgique est une terre de débat, une terre libérale justement. Mais à aucun moment, il ne doit devenir acceptable ou normal que des comités d'accueil violents soient au rendez-vous de nos différents événements, que des menaces planent sur ceux-ci, voire que l'on nous demande de changer de lieu. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est libéral en Belgique, il y aurait des quartiers qui nous sont interdits? Est-ce que ça, des démocrates peuvent l'accepter? Est-ce qu'aujourd'hui, mes collègues présidents de partis démocrates ne devraient pas se lever? Parce qu'aujourd'hui, c'est le MR, mais demain, ce sera d'autres. Nous ne devons jamais renoncer, en tant que libéraux, à cette liberté de se déplacer, de penser, de parler, de proposer. Alors aujourd'hui, il était prévu normalement un comité d'accueil. Vous avez vu que finalement, on a été tranquille. Il y a deux possibilités. Soit ils pleurent leur ami Maduro, ce qui est toujours possible. Soit ils attendront le dégel pour faire la révolution. Mais pour le reste, je veux vous dire un immense merci. Parce que malgré ces menaces, vous n'avez jamais été aussi nombreux sur nos événements. Vous n'avez jamais été aussi nombreux comme membres du mouvement réformateur. Il faut remonter à 15 ans pour retrouver autant de membres. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à vous mobiliser. Alors pour ça, je voulais débuter l'année par un seul mot. C'est merci. Alors, je parlais de liberté d'expression à préserver. Cette liberté d'expression, elle nous paraît naturelle. Tellement naturelle, je le disais, que certains finalement ne se rendent pas compte à quel point elle est précieuse. Mais je ne voulais pas aller plus loin dans mon discours sans évoquer un pays et une situation, celle de l'Iran. Celle où l'on peut voir le vrai courage. C'est le courage de ce manifestant qui fait face à une vingtaine de motards du régime, prêts à le frapper. Le vrai courage, c'est celui de ces femmes et ces hommes qui sont prêts à payer de leur vie l'établissement d'un projet libéral. Alors nous, les libéraux, nous devrons toujours être aux côtés de ces femmes et ces hommes, partout dans le monde, qui se battent pour la liberté, qui se battent pour l'égalité, qui se battent pour la possibilité d'avoir des projets politiques concurrents qui s'affrontent. Car oui, mesdames et messieurs, le clivage, c'est le moteur de la démocratie. Ce n'est pas le problème, c'est la solution. Ce clivage doit bien évidemment rester dans le cadre du débat. Il doit rester sur la force des arguments. Mais ce clivage, il n'existe pas dans un pays comme l'Iran.
Aujourd'hui, en Iran, soit vous suivez le régime, soit vous mourrez. Et le pire, c'est qu'une nouvelle fois dans notre pays, cette situation passe presque en dessous des radars des médias traditionnels. Alors oui, mesdames et messieurs, je voulais aujourd'hui mettre en avant ces femmes et ces hommes, parce que je le disais, le vrai courage, c'est celui-là. Ils tentent tout, ils osent, parce qu'ils savent que ces valeurs sont plus importantes que leur propre vie. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande vraiment de les applaudir, de ne pas oublier et surtout de faire savoir leur combat, de les soutenir et de soutenir tous les mouvements libéraux à travers le monde. Ce courage, ça doit être le fil conducteur de notre action politique. Ce courage, c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Union européenne. L'Union européenne qui a préféré le confort des postures au courage d'affronter la dureté de la réalité. L'Europe ne peut pas dire qu'elle défend ses valeurs tant qu'elle ne défendra pas sa souveraineté. Et l'actualité internationale nous le rappelle encore plus. Je ne vais pas m'appesantir de savoir si nous vivons des précédents inédits. Je ne le crois pas. Les précédents ont existé il y a de nombreuses années, que ce soit des interventions militaires unilatérales comme en Irak en 2003, que ce soit des enlèvements, que ce soit des déstabilisations gouvernementales, ça a toujours existé. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et nous ne pouvons pas être sincères dans notre volonté de défendre nos valeurs si nous ne sommes pas pleinement engagés à défendre notre souveraineté. C'est la raison pour laquelle je me suis, avec les collègues, et avant moi des gens comme David Clarinval, nous nous sommes battus pour le nucléaire en Belgique. Ce débat a été présenté comme un combat politique. Il va bien au-delà. C'est un enjeu civilisationnel. C'est un enjeu de souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, si l'Europe est sincère dans sa défense des valeurs, elle doit retrouver une autonomie militaire. Elle doit retrouver une autonomie énergétique. Et cher Roland, elle doit retrouver une autonomie industrielle. Pour retrouver cette autonomie, nous devrons lutter contre les 3 S. Les 3 S, non pas de Superman, mais les 3 S de super fiscalité, de super réglementation et de socialisme. Cette idée selon laquelle nous pourrions partager la richesse avant de l'avoir créée. Cette idée selon laquelle, en créant de plus en plus de règles, nous allons aider au progrès. Cette idée selon laquelle, en taxant de plus en plus, nous allons créer plus de bien-être. Ce modèle a montré son échec. Nous devons bien évidemment préserver la solidarité. Nous devons bien évidemment réguler. Nous devons bien évidemment partager. Mais nous devons aussi revenir à l'essence qui permet cela. L'industrie, l'économie, l'investissement. Nous devons la recréer, cette richesse, avant de les partager. Aujourd'hui, nous partageons la dette, c'est-à-dire que nous faisons peser sur nos enfants le coût de notre vie. Si vous avez des enfants, posez-vous la question suivante. Est-ce que vous auriez l'idée d'aller au restaurant ce soir et de téléphoner à votre fils et votre fille et de lui dire « il faudrait passer au restaurant pour payer l'addition ». Pourtant, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons tous les jours en vivant comme nous vivons. C'est-à-dire en empruntant pour payer des salaires dans la fonction publique, pour payer des subsides, pour payer du confort. Je me refuse à cela. Bien évidemment, ça serait beaucoup plus facile pour notre trajectoire politique personnelle de ne pas parler de cela. De prendre tout ce qu'on peut prendre, tant qu'il en reste. Et après moi, les mouches.
ce n'est pas notre conception de la politique. Si on s'engage en politique, ce n'est pas pour les prochaines élections, c'est pour les prochaines générations. Et nous serons dignes de notre mandat que si nous avons le courage d'agir pour les prochaines générations. Alors, l'Europe, ce n'est pas une entité extérieure. L'Europe, c'est nous. L'Europe commence par les réformes que nous allons établir en Belgique. Et aujourd'hui, nous célébrons la mise en œuvre d'une réforme majeure dont on ne mesure pas encore les impacts. C'est la limitation du chômage dans le temps. Alors je vois bien de ci, de là, quelques grands experts, quelques grands intellectuels autoproclamés nous expliquer que ce serait la fin du monde. Mais le chômage à vie était tellement une bonne idée qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui nous a copiés. Même Jean-Luc Mélenchon, l'ami de Maduro, il ne propose pas ça. Mais le Parti socialiste wallon, lui, il défendait ça. Mieux, il disait que le chômage à vie n'existe pas. C'est le boulanger de Charleroi qui disait ça. Quand il était face au boucher de Mons en débat. Boucher de Mons, c'est moi, pour ceux qui... Non mais... Il nous disait, mais monsieur Boucher, vous mentez. Moi, je suis bourgmestre de Charleroi, je vois des gens tous les jours qui veulent un travail. Je lui disais, oui, monsieur Magnette, c'est vrai. Mais moi, à Mons, je vois des gens tous les jours qui ne cherchent plus de travail parce qu'ils pensent que la solidarité est un Mr Cash. Alors, cette limitation à 2 ans du chômage, c'est plus qu'une économie budgétaire. C'est une réforme culturelle. C'est un changement de mentalité. C'est envoyer un signal clair que la solidarité, ça va dans les 2 sens. On doit pouvoir recevoir quand on a un accident de la vie, mais on doit pouvoir donner, contribuer quand on en a la capacité, même si cette capacité est restreinte. L'État, ça n'est personne d'autre que chacune et chacun d'entre nous. Alors oui, ce chômage limité dans le temps qui a été mis en place extrêmement rapidement par le cabinet et les équipes et par David Clarinval, c'est un changement majeur parce que c'est le premier pas qui va pouvoir redresser des régions comme celle de la Louvière. Regardez à nos amis journalistes qui sont présents et qui s'inquiètent peut-être de l'impact de cette limitation du chômage dans le temps, ce que ce chômage illimité a créé. Allez dans ces quartiers où l'inactivité est devenue le seul horizon. Allez dans ces rues où les enfants ne pensent même plus à pouvoir changer de classe sociale, de conditions et de métier. Allez voir les conséquences. Je peux vous dire une chose, cette réforme, elle n'est que la première de beaucoup d'autres. Cette réforme, elle est essentielle, elle envoie un signal, c'est que le travail revient au cœur de la société. Alors, l'autre enjeu sera de mieux récompenser ce travail et donc de baisser l'impôt. Mais il n'y aura pas de baisse d'impôt si on ne diminue pas la dépense publique et j'y reviendrai. La solution de la gauche est tout autre. Elle est de nous dire qu'il faut taxer les épaules les plus larges. C'est vrai. C'est vrai. On doit taxer les épaules les plus larges. J'en sens quelques-uns qui commencent à transpirer. Rassurez-vous, parce que pour aller voir les épaules les plus larges, je me suis mis à la sortie d'une salle de sport. Et j'ai regardé les messieurs et les madames qui avaient des grosses épaules. Quelle n'a pas été ma surprise de voir un monsieur en t-shirt rouge avoir de grosses épaules et une madame en t-shirt vert. Alors je me suis renseigné sur ces gens. Et vous savez qui c'était? Les mutuelles. Les mutuelles. Plus de 6 milliards d'euros de patrimoine. Mais les voilà les épaules les plus larges.
Ce n'est pas le petit entrepreneur qui a peut-être gagné assez pour avoir un deuxième, un troisième appartement, voire, oh là là, quelle hérésie, quelques actions. Non, 6 milliards de patrimoine, ça c'est les épaules de Stallone. Ça, c'est les grosses épaules. Et vous savez la meilleure? Parce que je me suis renseigné. Ces mutuelles ont éludé sur les 4 dernières années 400 millions d'euros d'impôts. 400 millions d'euros d'impôts. Alors, je n'ai pas voulu le croire. Je me suis dit, c'est pas possible. Monsieur Labi, un homme de gauche. Par définition, un homme de gauche a plus de vertus que les autres. Il a une supériorité morale. C'est un homme bien. Moi, je n'ai pas ces qualités. Donc, je me suis dit, il ne doit certainement pas chercher le profit à ce point. Eh bien, figurez-vous que j'ai découvert que pour les mêmes services qu'une assurance privée, par exemple la DKV, eh bien, les mutuelles ne payent pas d'impôt des sociétés. Les socialistes se sont arrangés pour que dans la loi, il soit indiqué clairement que les mutuelles ne payent pas d'impôt des sociétés. 400 millions d'euros qui échappent à l'État sur 4 années. Mais il y a eu mieux. C'est que sous la Vivaldi, la gauche a mis en place une taxe sur les grandes ASBL. Par exemple, la Fondation d'Amiens, les Petites Sœurs des Pauvres, donc les ASBL qui ont plus d'un demi-million d'euros de patrimoine. Je me suis dit, les mutuelles sont dedans. Ah ben non. Figurez-vous qu'il y a un petit mot dans le texte pour dire ça ne s'applique pas aux mutuelles. Des dizaines de millions d'euros économisés chaque année. Mais alors, comment ces gens ont-ils la décence d'aller expliquer que les entreprises devraient payer plus? Comment ces gens ont-ils le courage d'aller expliquer qu'ils travaillent pour la solidarité? C'est quand même fou. C'est quand même fou. La solidarité qui ne s'applique pas à eux-mêmes. Et donc j'ai compris une chose. C'est que la solidarité pour la gauche, c'est pas défendre les plus faibles. C'est comme disait Brassens, c'est les copains d'abord. C'est défendre les copains. C'est que les impôts, ils ne sont pas les mêmes pour les copains. Parce que je ne vais pas être trop long sur les syndicats, mais je peux vous dire qu'il y a quelques pépites dans ce goût-là. Alors aujourd'hui, le mouvement réformateur fait une proposition qui est très concrète. C'est de soumettre les mutuelles au même impôt que les autres. Tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Ça nous permettra d'économiser 165 millions d'euros minimum chaque année. Et nous proposons, non pas pour faire une économie budgétaire, mais pour aller dans leur sens de la solidarité, de diminuer de moitié les impôts des travailleurs lors de leur première année de travail, pour faire en sorte que les gens qui rentrent sur le marché du travail puissent démarrer dans la vie avec un capital plus élevé. S'ils sont sincères dans leur démarche, ils accepteront de se soumettre aux mêmes impôts que les autres et ils accepteront surtout que cet impôt permette à des femmes et des hommes de se lancer dans la vie. Alors, je le disais, nous devons baisser l'impôt. Mais il n'y a pas une personne dans cette salle qui serait sincère à défendre cette idée si on ne défend pas, dans le même temps, la réduction des dépenses publiques. Notre pays a trop de dépenses publiques. Il y a trop de politique, il y a trop de structures, il y a trop d'administration. Et donc, vous pouvez expliquer ce que vous voulez dans vos communes en disant c'est de la faute du fédéral, c'est de la faute de la région. C'est pas vrai. Dans les communes aussi, il y a un travail qui peut être fait. Mais c'est vrai qu'au niveau du fédéral et des régions, il y a un travail colossal qui doit être fait. Mais aujourd'hui, si on continue à avoir le même volume de dépenses publiques, vu l'inflation et l'indexation, vous ne ferez qu'augmenter la dépense publique année après année, et donc vous serez tous contraints d'augmenter les impôts. Alors aujourd'hui, je vous le dis, je vous demande en tant que libéraux, quel que soit votre niveau de pouvoir, de ne plus recourir à cette solution de facilité. Je me suis engagé sur le zéro impôt. C'est avec cela que les gens nous ont fait confiance. Et il ne suffit pas de dire, c'est les autres qui vont payer.
c'est à cause du fédéral, c'est à cause de la région. Non, on est tous responsables du niveau qu'on gère. Et je sais que les niveaux locaux sont compliqués. Mais je sais aussi que cette réduction de dépenses publiques peut se faire avec des mesures extrêmement faciles. Et je vous demande tous de regarder simplement du côté des Pays-Bas. Je n'ai pas pris un pays en retard de développement. C'est un des pays les plus riches du monde. C'est le pays qui a le plus haut niveau de pension en Europe. C'est un des pays qui a le plus haut niveau de revenus par habitant. Et vous savez ce qui se passe aux Pays-Bas? Eh bien, aux Pays-Bas, ils ont fusionné les communes. Aux Pays-Bas, il y a un seul gouvernement. Il y a des provinces qui sont réduites à tout petit peu. Ils ont réduit les structures publiques. C'est le chemin que nous devrons suivre. C'est pourquoi Adrien Delimon et nos ministres au sein du gouvernement wallon ont avancé sur la suppression du niveau politique des provinces. Et je veux rassurer les fonctionnaires qui rendent des services à la population. Ça ne vous impactera pas. L'enseignant du système provincial continuera à être enseignant. Nous avons besoin de lui. Mais est-ce qu'il a pour autant besoin, lui, d'un député provincial au-dessus de sa tête? Est-ce qu'il a besoin de tant de conseillers provinciaux? Je ne le crois pas. Est-ce que nous pouvons un jour regarder en face la fusion entre les communes et les CPAS? Parce que oui, le directeur général peut être commun aux deux. Parce que oui, le directeur du personnel doit être commun aux deux. Parce que oui, le système informatique, il n'y a pas de raison qu'il soit différent. Parce que oui, il y a énormément d'économies d'échelle. Mais j'irai encore un cran plus loin. Nous devons mettre sur la table la fusion des communes. Si toutes les communes en Wallonie faisaient au moins 15 000 habitants, l'économie pour la région wallonne serait de 160 millions d'euros chaque année. 160 millions d'euros. Et j'ai pris un chiffre qui est 15 000 habitants. Ce n'est pas New York. Je ne nous demande pas de vivre dans des communes déshumanisées. 15 000 reste un chiffre raisonnable, accessible. Et je vous le dis parce que l'exemple doit venir de nous. Nous serions le parti le plus touché par cette réforme. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le parti qui avons 116 bourgmestres, 2 fois plus que notre plus proche poursuivant. Et donc, si on fait la fusion des communes, celui qui perdra le plus de bourgmestres, c'est le MR. Mais est-ce qu'on est là pour avoir des mandats? Ou est-ce qu'on est là pour rendre service aux gens? Est-ce qu'on est là pour rendre l'argent des gens? Ou est-ce qu'on est là pour occuper les fonctions? Aujourd'hui, je pense que notre choix, il est clair. Et je lancerai une initiative au sein du MR avec nos différents bourgmestres pour déjà montrer l'exemple, pour que nous puissions être à la base de fusions de communes qui permettront de faire des économies. Nous devrons également avancer sur la réduction globale du nombre de mandats politiques. Nous devons diminuer de 20 à 30% le nombre de politiques dans notre pays. Nous devons faire en sorte que l'appareil d'État soit plus efficace et donc évaluer toutes les politiques publiques. Alors je le sais, certains se diront, il me souhaite une fameuse bonne année, parce qu'il est en train de m'expliquer que mon mandat disparaît. Mais on fait de la politique pourquoi? On fait de la politique pour changer les choses. Et moi, la seule chose qui m'importe en 2029, c'est qu'on puisse tous se regarder devant la glace et de se dire que nos enfants nous diront un jour merci. Alors pensez-y et surtout, nous devons impérativement avancer sur ces réformes en Wallonie et à Bruxelles. Nous devrons aussi, et c'est notre autre priorité, nous devrons également travailler sur la sécurité, puisque j'évoquais Bruxelles. Combien de temps allons-nous encore accepter les images que nous avons pu voir dans la commune de M. Lawège après un match de football? Alors, il y a un truc que je n'ai jamais compris, pourtant je suis supporter de foot, mais c'est que quand ils perdent, ils cassent, mais quand ils gagnent, ils cassent. Alors, est-ce que la différence est le type de casse? Peut-être qu'ils ne cassent pas la même chose, ça c'est possible. Est-ce qu'on va encore accepter que des feux d'artifice soient utilisés contre des forces de police?
Et je voudrais profiter, je sais que Bernard est parmi nous, de l'occasion pour remercier une nouvelle fois les forces de police qui sont présentes ici, mais l'ensemble des forces de sécurité de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas assez respectées. Et il faut changer ça. Alors, au risque d'en faire frémir certains, je l'affirme ici, le casseur doit devenir le payeur. Il n'est plus question que les impôts des gens servent à réparer des abribus tout neufs qui viennent d'être détruits par des écervelés. L'illégal doit être renvoyé parce que notre pays est une terre d'accueil, mais avec des règles. Aujourd'hui, près de 80% des arrestations à Bruxelles se font avec des personnes en situation irrégulière, qui sont de la vraie chair à canon pour les organisations mafieuses, pour le trafic de drogue, parce que l'État semble complètement désemparé. Nous devons tarir et fermer les routes de l'immigration illégale. Nous devons renvoyer les plus de 120 000 personnes qui sont en situation irrégulière. Nous devons surtout faire purger dans leur pays d'origine les peines de prison aux 43% des détenus aujourd'hui en Belgique qui ne sont pas de nationalité belge. La solidarité doit aller vers les femmes et les hommes qui respectent la loi, qui respectent les règles, qui respectent notre pays, pas à celles et ceux qui sont venus commettre des actes de délinquance. Et je le dis ici, et je le dis clairement aux collègues du gouvernement, nous en faisons notre première priorité. Il ne sera plus question de pouvoir raconter n'importe quoi, de se chercher des excuses. Mais aujourd'hui, rien ne peut expliquer que la Belgique compte 2 fois plus de détenus non nationaux que la moyenne des pays européens. Rien ne peut expliquer non plus qu'il y ait des montées de populisme, de racisme, d'extrémisme. Tout ça parce que une poignée de gens donne une mauvaise image de milliers de nos concitoyens qui sont venus pour travailler, pour s'insérer, pour faire vivre et développer la Belgique. Alors oui, nous serons humains, nous serons justes, mais le temps de la fermeté et de la sanction doit revenir. À ce titre, nous allons également proposer de renforcer les conditions pour l'obtention de la nationalité belge. Aujourd'hui, dans notre pays, il est possible de devenir belge en ayant échoué son parcours d'intégration. Aujourd'hui, les parquets considèrent ne plus être en mesure de vérifier des conditions qui permettent l'obtention de la nationalité belge. Et je veux vous le dire, mesdames et messieurs, je sais que ce n'est pas l'habitude dans notre pays, mais moi j'aimerais qu'on retrouve la fierté d'être belge, parce que notre pays il est extraordinaire, parce que notre pays il n'est pas du tout petit, notre pays compte, notre pays à l'étranger d'ailleurs est souvent beaucoup mieux estimé que ce que nous pouvons croire, et ce n'est pas le diplomate parce qu'on le reste à vie, Bernard Quintin qui me démentira. Notre pays, c'est une terre de progrès, c'est une terre libérale, c'est une terre de savoir, c'est une terre de connaissance. Alors oui, nous voulons renforcer les conditions pour obtenir la nationalité belge, parce qu'obtenir la nationalité belge, c'est un honneur, ce n'est pas un droit. La nationalité belge, ça se mérite. La nationalité belge, c'est ce qui nous unit, et c'est ce qui doit nous unir autour des valeurs. Alors oui, notre message est universel. Oui, notre pays accueillera toutes les personnes de bonne volonté, mais oui, notre pays devra être respecté par chacune et chacun. Alors, j'ai évoqué la situation à Bruxelles. À Bruxelles, vous avez vu qu'ils veulent faire une coalition anti-boucher. Ça fait 21 ans qu'ils font une coalition anti-MR, mais là, ils se sont dit, on va changer, on va l'appeler l'anti-boucher. C'est une fameuse coalition, hein.
c'est la coalition Good Move, c'est la coalition de la mobilité immobile, c'est la coalition de la faillite, où Bruxelles, chaque année, perd des milliers de personnes issues de la classe moyenne qui décident d'aller vivre à l'extérieur. C'est la coalition de la malpropreté, c'est la coalition de l'insécurité. Alors je vais vous dire, je suis fier que ce soit une coalition anti-boucher. Je suis fier. Parce qu'une coalition avec le MR, c'est une coalition où on réforme. C'est une coalition où on n'a pas peur des changements. C'est une coalition où on regarde la difficulté de la réalité. Alors, Bruxelles a plus que jamais besoin de nous. Et donc, tant qu'ils discutent, nous, on va continuer à travailler. Je vous annonce dès aujourd'hui que nous allons déposer au Parlement bruxellois toutes les propositions qui étaient contenues dans les notes élaborées par David Lester et votre serviteur. Parce que ce travail, il a été sérieux. Ce travail, il a été fait avec tous nos collaborateurs. Ce travail, il a été fait avec les administrations. Et moi, je n'accepte pas que des gens qui ne respectent pas le résultat électoral, que des gens qui ont décidé, en dépit du résultat des élections, de s'asseoir sur leur siège de ministre après avoir été considérablement sanctionnés par l'électeur, salissent notre travail. Alors, dites-vous bien, hein, je ne dis pas ça pour moi j'ai l'habitude. D'ailleurs, j'essaye de ne plus lire la presse. Je vous l'ai déjà dit. Si je croyais ce qu'il y avait dans le journal, je ne voterais plus pour moi. Donc, je dis ça pour nos équipes. Parce que le MR à Bruxelles, c'est 20 députés. C'est plusieurs dizaines de collaborateurs. C'est des gens au siège du parti qui ont travaillé. C'est des gens de partout qui œuvrent pour Bruxelles, qui ont porté le débat dans les quartiers, qui ont été partout pour convaincre les gens. Et ces gens, ils ont envoyé un signal. Ils ont dit ce qu'on veut, c'est le MR. Eh bien maintenant, on va faire tomber les masques. On va déposer les textes au Parlement sur Good Move. On va déposer les textes sur la propreté. On va déposer des textes sur la sécurité. On va déposer des textes sur le chômage, sur le déploiement économique, sur la baisse de fiscalité. Et on va voir qui va être au rendez-vous. On va voir qui va voter. On va voir qui aime vraiment Bruxelles. Mais je vous le dis, mesdames et messieurs, quoi qu'il arrive, ne vous découragez pas. Et ça, c'est le dernier mot que je vais vous faire passer, parce que je sais que les bulles attendent. Ne vous excusez pas. N'ayez pas peur. Ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que les citoyens attendent. C'est le changement. Ce sont les réformes. Les gens ont voté pour cela. Et donc, on ne doit pas s'excuser en disant « Ah, je suis désolé, je n'avais pas le choix de prendre la décision. » Les décisions que nous prenons sont des décisions qui sont justes, qui sont des décisions que nous avons défendues pendant la campagne électorale. Qui n'avait pas entendu que nous voulions limiter le chômage dans le temps? Qui n'avait pas entendu qu'on voulait diminuer la dépense publique? Qui n'avait pas conscience qu'on voulait renforcer la sécurité, lutter contre l'immigration illégale? Qui n'avait pas entendu qu'on voulait remettre l'industrie au cœur de notre activité économique? Alors oui, mesdames et messieurs, le combat politique, c'est dur. C'est très dur. Mais j'ai un message à vous faire passer. C'est qu'un grand parti, ça ne se crée pas dans l'euphorie des soirées électorales victorieuses. Ça se crée dans la dureté quotidienne des réformes. Un grand parti, ça ne se crée pas avec les sourires des prestations de serment. Ça se crée dans le compagnonnage quotidien, dans ce travail commun, parce que nous croyons en un projet de société et que ce projet de société est nécessaire à la Belgique. Et si vous en doutez, lisez les journaux. Vous voyez, je vous aide au niveau de la presse. Moi, j'ai lu, durant les fêtes, que même le boulanger de Charleroi ne voulait plus revenir sur la réforme du chômage. Mais alors, j'ai une question. Pourquoi il manifeste? Pourquoi il manifeste? Aujourd'hui, ils sont en train de manifester, alors qu'ils ne reviendront sur aucune de nos réformes. Ils ne changeront pas les règles en matière de pension. Ils ne changeront pas les règles en matière de chômage.
Ils ne changeront pas les règles en matière de sécurité. Ils ne changeront pas les réformes en termes de travail. Et pourquoi ils ne les changeront pas? Parce que ce sont les seules réformes qui sont utiles pour le pays, parce que ces réformes sont inéluctables, et surtout parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Alors, Paul et Raoul, j'ai un message pour vous. Cessez de bloquer le pays. Cessez de faire perdre des dizaines de millions d'euros à chaque jour de grève à l'économie et donc aux travailleuses et aux travailleurs de notre pays. Soyez utiles. Constatez l'échec de la gauche. Constatez l'échec à Charleroi, à Liège, à La Louvière, à Mons, tous les anciens bassins industriels dominés par la gauche. Et soyez modestes. Profitez de cette période pour réfléchir à vos échecs. Et revenez-nous. Pas trop tôt. Mais vous nous reviendrez, au moins au moment des élections, dans le débat, avec peut-être des idées, des alternatives. Mais invectiver le MR ou invectiver ma personne ne fera jamais un projet de société. Un projet de société, ce sont des idées. C'est un idéal. C'est un chemin. Et ce chemin, il n'est pas toujours simple. Et je vous le dis, mesdames et messieurs, tous les jours ne seront pas aisés. Mais nous aurons la satisfaction majeure de pouvoir œuvrer dans l'intérêt de notre pays. Alors en 2026, je vous souhaite d'être heureux, d'être courageux et plus que jamais fiers d'être des libéraux. Politicians be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions.